effectivement, nous, on va plutôt intervenir sur la prévention et l'intervention précoce. Je n'étais pas là très tôt, mais je pense que ça a traversé quand même les précédentes tables rondes. Nous, on a choisi de mettre l'accent sur le début de la prévention et de retracer un petit peu la structuration progressive de cette prévention pour voir où on en est aujourd'hui. Ah oui, c'est ça. Voilà, je laisse tout de suite la parole à Yvette Abramati. C'est pas simplement, alors, c'est pas simplement pour tester votre niveau de vigilance, quoique, mais c'est pour repartir depuis le début, puisqu'on s'est permis de faire une petite frise chronologique. Voilà, je laisse la parole à Yvette qui va commencer. Bien, c'est vrai. Donc, effectivement, quand on a commencé à développer des actions de prévention, on partait de cette idée-là, que l'hypothèse était que si on informait les jeunes sur la dangerosité des produits, eh bien, ça les dissuaderait de consommer. Et donc, bien sûr, c'était vraiment mal les connaître et mal partir quelque part. Mais bon, voilà. Ensuite, associé à ça, on s'est dit qu'il fallait de toute façon travailler avec les adultes de l'entourage, les adultes du quotidien. Et on a développé à ce moment-là des formations dites d'adultes relais. Ça concernait des parents, des élus, des animateurs, des enseignants, enfin tous les adultes de l'entourage des jeunes. Et donc, ces formations, on parlait de l'adolescence, en quoi ces expériences à l'adolescence, qu'est-ce que c'était, comment faire, et puis on informait bien sûr sur les produits et leur dangerosité. Mais comme on dit dans le MOG, interdire de toute façon ça ne suffit pas. Et comment dire, en tout cas l'idée d'associer les adultes, c'était avec ces adultes d'avoir un langage commun. Donc voilà une première idée qui arrive. Ceci étant donné le peu d'impact de ces séances d'information, on a développé, ensuite on a travaillé sur ces programmes de développement des compétences psychosociales, donc avec des outils très expérimentaux, très archaïques au départ. Je vous en passe parce qu'il y en a eu beaucoup. Et petit à petit, ils se sont sophistiqués, ils se sont structurés en s'adaptant à l'âge du public. Et donc, on a commencé à développer des programmes chez des enfants qui étaient en CE2, CM1, CM2, jusque dans les collèges. On a essayé de développer des programmes vraiment adaptés à l'âge, tout en bien sûr en impliquant les adultes de l'entourage naturel et quotidien, et en tenant compte des problématiques locales. À cette époque-là, voilà, est arrivée l'opportunité des points écoute, et donc avec les points écoute, on s'était rendu compte que de toute façon il y avait un besoin de soutien et d'accompagnement bien identifié pour ces jeunes et pour les parents, et donc avec ces points écoute, on a pu développer des consultations à la fois pour les jeunes et pour les parents. Voilà comment petit à petit la prévention s'est structurée en deux axes, la prévention éducative et l'intervention précoce. Avec la prévention éducative, on continue à travailler sur le développement des compétences psychosociales. L'intervention précoce, c'était plutôt ces consultations. Et autour de ces deux axes-là, il y a eu toutes les constitutions de partenariats, de réseaux dynamiques autour des jeunes. Voilà, je passe la parole. Alors, ce qu'on a ça c'est comme ça, voilà. Ce qu'on a particulièrement travaillé, notamment à la commission prévention de Bélia, c'est ce qu'on peut appeler un peu le tournant, c'est-à-dire aujourd'hui et demain. Évidemment, la loi de santé est venue consacrer la prévention. 10 ans après la naissance des XAPA, le P est devenu enfin plus reconnu. Donc une mission obligatoire, mais qui est toujours pas financée, sauf que c'est notamment le travail qu'on fait dans le cadre de la commission prévention, sauf qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup d'ARS et de plus en plus de financeurs, comme l'a rappelé Maggie d'ailleurs, qui s'intéressent justement à cette structuration de la prévention et qui peuvent notamment dégager des moyens pour se donner la peine de la structurer de la même manière qu'on a pu structurer le soin, de la même manière qu'on a pu structurer la réduction des risques. Donc
C'est venu aussi pour l'Exapa, mais pas seulement, pour les services prévention aussi, c'est venu aussi beaucoup légitimer notre place dans le paysage de la prévention, notamment eu égard aux autres acteurs de la prévention, de la promotion de la santé, avec cette légitimité qui est de dire que le soin, c'est donc la suite, enfin c'est la confirmation de ce continuum éducation préventive et les premières consultations jeunes consommateurs qui ne s'appelaient pas comme ça, mais en tout cas de cette légitimité que nos dispositifs participent aux stratégies de prévention, puisqu'on est inscrit dans le soin et dans la prévention. Donc l'inscription réglementaire, c'est le parcours éducatif en santé pour ce qui relève de l'éducation nationale. Ça aussi, c'est un élément aussi facilitateur que difficile, parce que le parcours éducatif en santé, ça nous permet d'intervenir dans l'interdegré, c'est-à-dire ça permet que les programmes qui se développent sur plusieurs années, qui commencent en primaire, qui se poursuivent au collège, voire plus tard, s'inscrivent dans quelque chose d'administrativement identifié, ce qui est absolument essentiel quand on veut travailler avec l'éducation nationale, parce que sortir des actions ponctuelles et s'inscrire dans quelque chose de graduation, il vaut mieux que ça soit prévu par l'administration avant tout. Donc voilà, le parcours éducatif en santé, on balbutie, sauf que par exemple un programme comme Primavera, qui travaille sur l'interdegré, leur permet en tout cas d'habiter ces parcours de santé. Les actions pluriannuelles, et puis alors là on est aussi sur la finalisation des programmes régionaux de santé qui sont en train de se voter, qui sont en train de se valider, et qui aussi prévoient dans beaucoup d'endroits des aspects de prévention, des domaines de prévention, des parcours de prévention, et qui nous permettent là aussi de revenir légitimer nos pratiques, nos actions, nos propositions. Toujours pas, c'était... Ça marche plus, c'est comme ça. Voilà, donc là c'est un peu ce que je viens de développer d'ailleurs là. Donc on a une structuration effectivement sur 3 domaines. Le plan réglementaire administratif, je viens de l'évoquer. Au plan des outils, on est clairement là sur un tournant en termes de mouvement de conceptualisation des programmes. Il y a un certain nombre d'actions qui existaient, d'outils qui existaient, qui sont en cours, je dirais, de labellisation. Alors maintenant, il faut les évaluer. Il y en a peu qui sont évalués, mais c'est en cours. Et là, on est clairement à ce moment où il faut qu'on puisse valoriser ces programmes-là, qu'on puisse les présenter, qu'on puisse les diffuser, qu'on puisse travailler à leur appropriation. Et du coup, ce qui va interroger le troisième axe, c'est les pratiques professionnelles. Les pratiques professionnelles qui continuent du coup de se construire autour d'une évolution qui était la prévention qui était réalisée par les spécialistes, par les experts, par les sachants. Donc c'est plutôt l'individu qui se trouve à gauche. Il faut toujours mettre des légendes, on m'a dit. Puis comme je ne l'ai pas mis, je la commente. Donc l'individu qui se trouve à gauche, pour aller plutôt vers une logique de coopération, où comme le disait Yvette, on va de plus en plus travailler avec les professionnels des communautés éducatives. Alors toutes les communautés éducatives, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'éducation nationale, notamment parce qu'on a un programme phare qui s'inscrit tout à fait dans ce cadre-là, mais ça nous permet aussi de travailler avec d'autres publics. Je pense par exemple aux autres établissements socio-médico-sociaux, au service de la protection judiciaire de la jeunesse, et de plus en plus aux établissements qui travaillent dans le champ du handicap. Donc, d'accompagner, d'inscrire, je dirais, conforter ce mouvement de passage de l'expertise à la coopération, c'est aussi le mouvement qui se joue aujourd'hui et qui peut venir, qui participe à la conceptualisation de méthodes. J'insiste sur le fait que là, les ARS demandent aussi beaucoup ça, sur le fait qu'est-ce que vous avez à nous proposer. Ce qui revient du coup à la table ronde précédente aussi, c'est que l'enjeu pour nous et les perspectives, c'est d'arriver à dire combien un programme coûte, ce qu'on peut appeler grossièrement le modèle économique de nos programmes, de nos méthodes de prévention,
combien ça coûte, de tout, depuis la préparation jusqu'à l'évaluation. Mais ça, c'est aussi maintenant que ça se prépare, c'est aussi là un enjeu fort. Ça veut dire aussi évaluer, valoriser, faire un plan d'évaluation aussi et un plan de communication de cette évaluation. Et aussi penser en même temps qu'on valorise ces programmes-là, je suis passée rapidement, qu'on valorise ces programmes-là en même temps qu'on intègre les enjeux qui ne sont pas tout à fait nouveaux, mais on pense par exemple à la question des écrans. Comment aussi on arrive à travailler sur des propositions, des pratiques, des interventions spécifiques sur la problématique des écrans, et puis aussi l'enjeu du numérique, mais là je parle du support, c'est-à-dire comment aussi on travaille sur des supports numériques qui permettent de rendre accessibles les outils de prévention, les recommandations de prévention et de réduction des risques, parce qu'on est parfois sur ces deux champs. C'est là aussi l'un des objets, l'un des enjeux de la prévention à partir de maintenant. Merci.